Voilà, bonjour, je suis Guillaume Corduan, pour ceux qui ne me connaissent pas, pédopsychiatre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et coordinateur médical du réseau Virage. Donc structure que vous connaissez désormais, financée par l'ARS Grand Est et portée par la Maison des adolescents de Strasbourg. Aujourd'hui, avec ma collègue Alice Dallène, psychologue au réseau Virage, nous vous proposons une thématique très généraliste qui va introduire un cycle de conférences sur les abords psychologiques, psychopathologiques des phénomènes de radicalisation violente. Donc aujourd'hui, nous allons brosser un tableau assez large de cette problématique, de ce champ, avant, et je vous donnerai les prochaines dates, au cours de l'année, d'approfondir certains points. Donc Alice Dallène est psychologue à Virage depuis plusieurs mois maintenant, bientôt un an. Travaillait auparavant au Capri à Bordeaux et participe à notre activité, notamment sur la partie ouest de la région, en Marne et dans l'Aube. Et participe, comme vous allez l'observer avec brio, à nos formations. Alice, je te laisserai la parole juste après, mais aussi pour préciser que désormais, c'est Alice qui représente le réseau Virage au sein du Radicalization Awareness Network, donc le réseau européen porté par la Commission européenne, qui permet d'avoir des échanges et des temps de travail avec les collègues à l'échelle européenne, réseau dont j'ai déjà parlé plusieurs fois lors de nos conférences. Et comme elle a un meilleur anglais que moi, encore meilleur, c'est elle maintenant qui s'y colle. Voilà, je ne vais pas être plus long sur l'introduction. On va directement dans le fond du sujet. Je laisse la parole à Alice pour introduire les aspects de définition. Alice, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Guillaume, on va balayer de manière assez large la question. C'est vraiment une introduction aujourd'hui. Et pour une introduction, c'est par des définitions. Donc, on a choisi de vous présenter quelques définitions qui permettent de penser la radicalisation et qui sont venues nous soutenir dans nos pratiques. Initialement, moi, j'ai commencé à travailler avec la définition de Khosrow Khavar, qui est un sociologue, pour ceux qui ne le connaissent pas. Sa définition de la radicalisation est la suivante. Donc, par radicalisation, on désigne le processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux, qui conteste l'ordre établi sur le plan politique, social ou culturel. Ce qu'on retrouve dans cette définition, c'est vraiment l'idée de processus et la question de la violence, en fait, qui est vraiment intégrée à la définition. Par la suite, j'ai travaillé avec la définition du RAN, qui est assez complémentaire, qui définit la radicalisation comme ceci. Donc, c'est un processus, là aussi on retrouve le mot de processus, par lequel un individu adopte des idées, des volontés politiques, sociales ou religieuses, qui le conduisent à rejeter la diversité, la tolérance et la liberté de choix, et à légitimer le non-respect des lois et l'utilisation de la violence envers les propriétés et les gens. Donc ce processus peut culminer dans des attaques terroristes. Donc on retrouve l'idée de processus, l'idée de violence, et je pense que cette partie-là de conduire à rejeter la diversité, la tolérance et la liberté de choix, c'est quelque chose que vous pourrez rencontrer, qui peut facilement vous parler par rapport aux jeunes qu'on rencontre sur le terrain. C'est une définition, je trouve, qui est assez proche en fait de la pratique et de la clinique. Je crois que Guillaume, toi, tu as une définition complémentaire, plus en termes d'interaction. Effectivement, nous utilisons depuis quelque temps, en complément des définitions que tu venais de citer, Alice, une définition empruntée à la clinique des addictions, une définition interactionniste, c'est comme ça qu'ils la définissent, qui n'insiste pas sur le processus, mais plutôt davantage sur l'aspect de rencontre. Et de rencontre entre le parcours individuel, un parcours individuel qui est constitué de vulnérabilités qu'on va détailler tout à l'heure dans notre présentation. Et cette rencontre entre cette vulnérabilité et un groupe
non pas un produit comme c'est habituellement le cas dans les addictions, mais là avec un groupe identitaire particulier puisqu'il légitime le recours à la violence. Et on questionne cette interaction également dans qu'est-ce qui rend possible cette interaction, c'est-à-dire le contexte dans lequel la rencontre a lieu. Un contexte qui est défini au niveau social, au niveau historique, au niveau politique, un contexte qui est également le contexte, bien sûr, quand je dis social, c'est le social, le socius très proche, le microsocial de l'individu, mais également ce qui se joue à l'échelle de la société globalement, comme les éléments de polarisation dont on a déjà parlé ici avec nos équipes de sociologues. Cette définition est cliniquement intéressante parce qu'elle nous permet de cibler des problématiques différentes et des aspects différents. À la fois ce qui se joue au niveau de l'individu, ce qui se joue au niveau du produit, là en l'occurrence le groupe, mais également ce qui se joue au niveau du contexte et qui pourra être important si on souhaite développer des actions de prévention primaire par exemple. Alors, une fois que tu mets en avant, c'est vraiment cette idée de rencontre et en fait de superposition comme deux pièces d'un puzzle qui vont venir se rencontrer et s'emboîter. Tout à fait. C'est là qu'on se rend compte que bon nombre de jeunes gens ont été confrontés à des discours prosélytes extrémistes. Mais tous n'auront pas l'accroche avec ce discours. Certains l'auront. C'est un peu ce qui se joue aussi au niveau des addictions. Beaucoup de jeunes gens auront été confrontés à des produits. Pour autant, tous ne vont pas rentrer dans une dynamique addictive. Avant d'aller plus en détail sur ce qui se joue au niveau justement des vulnérabilités psychologiques des individus, il nous paraissait important d'appuyer sur certains points qui sont des axes de travail sur lesquels nous appuyons, qui sont également des observations, on va dire, génériques des 5-10 dernières années, qui sont également des recommandations de structures, de fédérations scientifiques. Donc le premier point qui semble assez évident, c'est qu'il n'y a pas de causalité linéaire dans ce qui se joue au niveau du processus de radicalisation. Il y a eu une époque où on cherchait des réponses uniques sur la pauvreté, sur ce qui se joue au niveau des réseaux sociaux ou au niveau de l'offre, souvent, qu'était pointée une causalité de la radicalisation. Aujourd'hui, c'est assez clair qu'on est sur des processus complexes qui font interagir énormément d'ingrédients. L'autre point, et sur lequel Alice tu as insisté avec la définition du RAN, ce sont les diversités de supports idéologiques qui peuvent porter des phénomènes de radicalisation violente. C'est vrai qu'on entend en France énormément parler de la radicalisation djihadiste et du danger de l'islamiste violent. Toutefois, et ça les travaux du RAN nous le rappellent régulièrement, il y a d'autres supports idéologiques, politiques, notamment au niveau de l'extrême droite, qui conduisent à des passages à l'acte violents, terroristes. Alors en France, on a pour l'instant la chance de ne pas être trop touché, mais de façon moins visible. Mais c'est quelque chose qui est certainement à questionner dans également nos actions de prévention. Quel discours nous portons autour de la prévention de la radicalisation violente? Si nous avons un discours qui cible uniquement une population, il y a des risques de renforcer la polarisation, comme nous l'avions vu lors de notre conférence un an autour de la polarisation. L'autre point qui va être crucial dans la bonne compréhension de notre propos aujourd'hui, c'est la diversité des échantillons et des référentiels théoriques sur lesquels nous appuyons tous les chercheurs, tous les professionnels qui travaillent autour de la radicalisation violente. Le classique, c'est bien sûr entre le psychiatre et le sociologue, nous ne parlons pas exactement des mêmes personnes et nous n'avons pas les mêmes référentiels professionnels. Ce qui fait que quand un sociologue nous dit qu'il a rencontré des terroristes et que c'est une évidence pour lui, ils ne sont pas malades, ils ne sont pas fous, j'utilise le mot fou,
c'est un discours de sociologue, pas un propos de psychiatre. Et il est important de garder ça à l'esprit puisque tous les chercheurs vont proposer des guides de bonnes pratiques ou des profilages des sujets qui sont pris dans des phénomènes de radicalisation. Et donc garder à l'esprit que les référentiels et les échantillons de ces études ne sont pas les mêmes. Un exemple évident, c'est également au niveau des échantillons, nous n'avons pas les mêmes personnes si nous travaillons en maison des adolescents, comme nous, comme des collègues que je vois participant aujourd'hui au webinaire, ou si nous travaillons en prison avec des détenus. Ce ne sera pas forcément les mêmes parcours de vie et donc pas les mêmes conclusions. C'est ce point qui paraît assez évident est mis en exergue dans le rapport de la Fédération française de psychiatrie, qu'on va mettre d'ailleurs en ligne sur notre site, donc il y a 80 pages à peu près sans les annexes. N'hésitez pas à aller le regarder, très bien écrit et qui reprend en détail cette problématique des définitions et des biais dans les évaluations scientifiques. L'autre point, qui est un peu plus du coup nous concerne davantage cliniciens, c'est la question de qu'est-ce qui est psychopathologique, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est de l'ordre de la maladie, avec tout ce que recèle comme problématique notre nosographie psychiatrique. Nous savons bien que ce qui est maladie aujourd'hui ne l'était pas il y a 100 ans et vraisemblablement ne le sera pas dans 100 ans. Et sans parler de 100 ans, on pourrait même le dire de 40 ans. C'est le cas par exemple des addictions. Il y a eu une nette évolution dans la compréhension et dans la perception des addictions comme une pathologie. Donc méfions-nous également gardons à l'esprit le fait que ce que nous disons aujourd'hui, tous, n'est valable que dans notre temps social et historique actuel. Il y a deux autres points qui nous paraissaient essentiels de souligner dès le début. C'est que nous parlons ici de radicalisation violente et pas forcément de radicalisation dans les pratiques. C'est pour ça que nous n'aborderons que très peu les pratiques, par exemple religieuses, on va dire rigoristes, qui n'auraient pas de lien avec la violence. La place centrale de la violence nous paraît essentielle pour aborder la question des radicalisations violentes. C'est une évidence, mais pourtant il y a souvent une confusion, un mélange dans la perception de qu'est-ce qui est une légitimation de la violence. On se rappelle des définitions qu'Alice nous a présentées tout à l'heure. Et qu'est-ce qui est une pratique rigoriste ou extrémiste. Le dernier point comme de rappel ou d'observation, plutôt, on pourrait dire de ce qui se joue au niveau des radicalisations violentes, et les vignettes cliniques qu'on va vous présenter avec Alice tout à l'heure vont l'illustrer. C'est la part active du sujet dans ce processus, dans cette rencontre avec le groupe identitaire. Pendant longtemps, vous avez dû entendre cette époque où était suggérée l'idée que les personnes qui étaient dans une dynamique de radicalisation étaient sous emprise. On entendait les familles, les proches dire voilà, on lui a lavé le cerveau, il ne sait plus ce qu'il fait. Et on entendait des spécialistes dire voilà, on va leur expliquer grosso modo quel est le bon islam et ils vont pouvoir rentrer dans le droit chemin. Et on s'est rendu compte que ça achoppait. Quand on arrivait vers ces personnes en leur disant bon voilà, tu t'es fait avoir, tu t'es fait manipuler, t'as pas compris, souvent ils nous claquaient la porte au nez, ils arrêtaient de parler avec nous parce qu'ils revendiquaient, eux, cette place d'acteur dans leur parcours de vie en ayant choisi ce groupe identitaire, en ayant choisi cette idéologie. Et donc je pense qu'au niveau clinique, dans l'accompagnement des jeunes, après, d'un point de vue théorique, on pourrait le discuter, mais d'un point de vue clinique, il est important de le repérer et de faire comprendre à la personne qu'on a en face de nous qu'on a compris qu'il était acteur dans ce choix. Ce que tu dis là, pour le dire vraiment de manière très quasiment triviale, c'est une question d'offre et de demande. C'est que d'un côté, il y a un jeune qui est en recherche de quelque chose, de solution, et qu'il va trouver une proposition qui pourrait convenir. C'est vraiment une histoire d'offre et demande.
qui viennent se rencontrer. On a effectivement, Alice, on a des situations cliniques qui évoquent vraiment ça. Je pense notamment à une jeune fille qui m'expliquait que vers l'âge de 13-14 ans, elle avait amorcé en gros une période d'anorexie, mais que c'était quelque part trop difficile à tenir ce contrôle du corps et des pulsions alimentaires, et que un jour, elle a trouvé une offre, comme tu le dis, une offre autour d'une appartenance à un groupe identitaire avec des revendications violentes. Et ça a été pour elle un soulagement parce que, elle le disait comme ça, c'est beaucoup plus facile d'être, alors elle appelait ça une vraie musulmane, que de maigrir. Et donc, effectivement, à la conclusion, elle disait tout le monde ne peut pas être anorexique. Effectivement, tout le monde n'a pas cette capacité. En revanche, l'offre qui lui était proposée au niveau du groupe identitaire violent lui convenait davantage. On reviendra sur la question, en fonction des cas cliniques, de notre compréhension la plupart du temps. On verra qu'il y a des exceptions, mais que la plupart du temps, ce qui se joue dans le processus de radicalisation violente, comme le dit d'ailleurs en conclusion la FFP, c'est que c'est une forme spécifique d'expression d'une psychopathologie qui n'a, elle, rien de spécifique, qui est globalement commune à la période adolescente. Et qu'on pourrait comprendre finalement la psychopathologie qui se joue derrière le processus de radicalisation comme un compromis face à un conflit psychique, c'est-à-dire comme un symptôme. Et là-dessus, cliniciens, je pense que la plupart de vous qui avez accompagné des personnes, notamment des jeunes gens, des jeunes adultes ou des grands adolescents qui sont dans un parcours de radicalisation, des parallèles nous viennent sur d'autres problématiques adolescentes. On parlait des troubles du comportement alimentaire, les addictions. Je trouve que c'est assez évident, notamment dans l'approche aussi politique ou de santé publique qui prévalent sur la radicalisation et qui prévalent sur les addictions. Par exemple, la demande de faire de la prévention primaire. C'est quelque chose qu'on entend rarement pour d'autres problématiques. Par contre, faire de la prévention primaire au niveau des addictions et faire de la prévention primaire pour de la radicalisation, voilà quelque chose qui est presque une évidence et qui est donc demandé, souhaité. En tant que pédopsychiatre, je ne me voyais pas aborder la problématique de la radicalisation comme les autres problématiques sans faire une anamnèse fouillée de ce qui se joue au niveau de l'histoire de l'enfant, de l'histoire de l'adolescent. Et je vous propose un petit, très court rappel de ce qui se joue au niveau du processus adolescent et comment ce qui se joue à ce moment-là peut rentrer en relation, en collusion avec l'engagement radical. Là, vous voyez sur le PowerPoint une photo qui a été prise il y a presque 100 ans pendant la guerre d'Espagne, où des jeunes gens, alors on ne dira pas, mais ils ont à peine la vingtaine, partent des quatre coins d'Europe, notamment de France, pour rejoindre les troupes républicaines, pour porter un idéal. On voit un jeune homme porter le drapeau rouge, et ce qui m'a fait vous proposer cette photo, c'est la lecture d'une lettre d'un jeune homme, âgé de 19 ans, qui écrit à son père, alors qu'il vient d'arriver sur le front espagnol, pour se battre contre les troupes franquistes, une lettre à son père expliquant à son père sa démarche et disant à son père, ben voilà, moi j'ai décidé d'arrêter de me laisser faire comme toi par le capitalisme et de porter haut le drapeau du prolétariat en soutenant les armes au poing nos camarades espagnols. Et finalement, à la même période, j'avais eu l'occasion de lire un courrier d'un jeune homme qui était parti en Syrie et qui s'adressait à son père quasiment dans les mêmes termes, à savoir, bah, toi tu te laisses marcher sur les pieds, tu es bien sympa, tu acceptes d'être humilié en tant que musulman en France, et ben moi je pars dans un monde parfait, créer le monde parfait là-bas en Syrie, les armes au poing s'il le faut, pour créer mon idéal. Alors bien sûr, le support idéologique est complètement différent. Toutefois, ce qui se joue au niveau de l'adolescent et dans son rapport à l'idéal et son rapport à son père
est, à mon sens, assez similaire. Mais avant d'aller directement sur ce qui se joue à l'adolescence, je vous propose un rappel sur la petite enfance. Dans la petite enfance se crée la culpabilité par les interdits liés à la répression de l'agressivité, notamment de l'agressivité dirigée envers les figures d'attachement. Cette culpabilité, elle va réémerger à l'adolescence quand notre enfant devenu un peu plus grand va devoir se séparer et s'autonomiser de ses figures parentales. Cette culpabilité va émerger parce qu'il va devoir attaquer les images parentales. Naturellement, la culpabilité n'étant pas agréable, notre adolescent va chercher des moyens d'apaisement et la créativité à ce niveau est assez large, mais parmi les moyens d'apaiser la culpabilité, il peut y avoir la purification, la rédemption, chose qu'on retrouve parfois d'ailleurs dans les processus anorexiques, chose qu'on retrouve fortement chez nos jeunes gens radicalisés, puisque leur est proposé un discours qui, en même temps, les culpabilise et leur propose une façon d'arriver à la rédemption de cette culpabilité. C'était assez fréquent à l'époque où il y avait le recrutement pour la Syrie, où on exposait, les prosélytes envoyaient des vidéos qui culpabilisaient les jeunes gens qui pouvaient les regarder en leur disant voilà, des enfants se font massacrer en Syrie, soit tu restes dans ton canapé et tu es complice, soit tu viens nous rejoindre pour les sauver. Il n'y avait pas d'alternative. Et donc une forte culpabilité, ça les jeunes gens nous le décrivent bien, qui pour certains les ont poussés à franchir le pas pour aller sauver ou du moins aller soulager cette culpabilité qu'ils vivaient de façon trop douloureuse. L'autre élément de l'adolescence essentiel, c'est l'autonomisation. Et l'autonomisation induit inévitablement des angoisses d'abandon, une certaine dépressivité, pas nouvelle. Ces angoisses d'abandon avaient déjà émergé quand l'enfant était un peu plus petit, vers 5 ans parfois, ce genre de choses. Mais là, à l'adolescence, elles vont réémerger de façon un peu plus importante, parce qu'il va falloir régler ce problème d'autonomisation. Et naturellement, l'adolescent va chercher un moyen d'apaisement, notamment en trouvant un nouveau groupe parmi ses camarades, parmi ses pairs. L'apaisement de ces angoisses d'abandon et de certaines dépressivités va également être apaisé grâce à des valorisations narcissiques. C'est là qu'on voit l'importance du regard sur soi, l'explosion de la crainte, de la honte ou du regard social qui vient stigmatiser, qui vient pointer du doigt, qui vient exclure. Et du coup, l'importance des vêtements, l'importance d'être accepté par le groupe et d'être valorisé aux yeux du groupe. L'autre point qui nous paraissait également important de souligner, c'est l'incertitude face au temps qui passe et la perception désormais acquise de la fin de la vie, qu'il va y avoir une fin là-dessus. Que la mort va clôturer la vie. À cela, donc, ça peut alimenter la dépressivité dont on parlait tout à l'heure, mais il nous semble que ça rend l'adolescent également plus réceptif, particulièrement réceptif aux messages, notamment complotistes, mais globalement aux messages qui proposent des réponses claires, des réponses faites de prédictibilité, où on peut savoir comment les choses se sont passées, et ils vont être d'autant plus réceptifs à ces messages qu'il y aura une valeur émotionnelle très forte qui va les servir, qui sera servie. Donc ça vient structurer en fait. Quand c'est très structuré, effectivement. Et c'est vrai qu'Alice, je pense il me semble que tu as des exemples sur ces jeunes gens qui ont pu être séduits par des théories conspirationnistes ou complotistes à cette période de vie. Oui, et avec ces théories qui viennent en fait clarifier l'horizon, donner des codes de lecture, donner des points de repère face à cette incertitude. Ça vient donner une rampe en fait à laquelle se tenir pour avancer. Fictive, mais auquel il s'inquiète.
Et c'est là qu'on voit que les ressorts du conspirationnisme ne sont pas des arguments, c'est pas de l'argumentaire, c'est pas de la logique. C'est assez évident quand on voit certains conspirationnismes actuels sur les masques ou je sais pas, ou sur les vaccins. Ce n'est pas de la logique, c'est principalement un besoin émotionnel d'avoir, comme tu le disais, cette prédictibilité, cette rampe qui vient soutenir, mettre du sens sur la vie et sur le monde qui nous entoure. Là encore, c'est pour ceux qui voudront travailler en prévention primaire sur ces questions, un point important à avoir à l'esprit. Ce n'est pas avec de l'argumentaire qu'on va, la plupart du temps, je ne dis pas que c'est impossible, mais la plupart du temps, combattre des théories conspirationnistes. Voilà, ça nous amène à cette grande question qui a animé les débats depuis 2013 et auxquels on est quelques-uns à avoir dû se confronter quand on nous disait « mais qu'est-ce que vous allez faire dans cette histoire de radicalisation? La psychiatrie n'a rien à voir avec ça, c'est un problème politique, c'est un problème judiciaire, c'est un problème religieux, c'est un problème que sais-je. La psychiatrie n'a rien à voir là-dedans. » Ça, c'est le discours d'il y a quelques années. Depuis, ça a un peu changé. Ça a un peu changé puisque des tenants de ce discours ont même pu participer notamment au rapport de la Fédération française de psychiatrie dont je vous parlais tout à l'heure et mettre en évidence les rôles que la psychiatrie a autour de cette question. La psychiatrie, alors avant d'aller plus en détail sur la place qu'on pourrait avoir, ce qui nous paraît important de souligner et de rappeler, c'est que, grosso modo, les terroristes ne sont pas les malades psychiatriques classiques que l'on voit en hospitalisation notamment, et qui sont repérés assez facilement, assez régulièrement par les services de sécurité. La grande majorité des crimes terroristes sont réalisés par des individus qui ont des caractéristiques psychiatriques, qui souffrent globalement, on pourrait dire, de troubles mentaux non généralisés, typiquement des troubles de la personnalité, des troubles narcissiques, des troubles post-traumatiques ou des troubles de l'humeur, mais qui ne souffrent pas de troubles psychotiques. Ce que sur la diapositive que vous voyez, nous avons nommé troubles mentaux généralisés. Grosso modo, les troubles délirants. Comme je vous le disais, donc, qui sont exceptionnellement associés à des actes terroristes criminels. En revanche, ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui souffrent de troubles mentaux généralisés peuvent, de façon plus fréquente, avoir des manifestations de fondamentalisme. En gros, un discours extrême, parfois extrême également dans le verbe, que ce soit d'un point de vue religieux ou politique. On peut également voir des grands schizophrènes avec des discours haineux, dans le registre de l'extrême droite. Toutefois, de fait de leur désorganisation, ils ne participent pas, la plupart du temps, largement la plupart du temps, à des organisations terroristes, à des crimes terroristes. C'est important de le rappeler parce que ça permet de spécifier ces définitions souvent trop génériques des notions de radicalisation. Parlons-nous de crimes terroristes ou parlons-nous de légitimation de la violence ou parlons-nous de fondamentalisme ou de propos extrêmes? C'est pas la même chose. Et quand on parle de troubles mentaux, parlons-nous uniquement des troubles mentaux généralisés, c'est-à-dire avec des délires, ou parlons-nous plus globalement des troubles mentaux dans leur grande diversité, notamment autour des troubles de la personnalité dont je parlais tout à l'heure. Faire le distinguo est important, notamment quand vous allez lire des études ou entendre des spécialistes vous parler du sujet. De quelle radicalisation parle-t-il et de quels troubles mentaux parle-t-il? C'est davantage détaillé, comme je le disais tout à l'heure, dans le rapport de la FFP que vous pourrez avoir, notamment sur notre site. Donc, on pourrait
considérer que la grande majorité des jeunes gens que nous allons rencontrer, nous professionnels de l'adolescence ou de l'âge du jeune adulte, ce seront des jeunes gens qui ont des troubles mentaux non généralisés, troubles de la personnalité, troubles narcissiques, troubles post-traumatiques, et qui, eux, ont des facteurs de risque de passage à l'acte au niveau de la radicalisation violente. Donc c'est davantage sur ces jeunes gens qu'il va falloir que nous soyons vigilants. Ça ne veut pas dire que les adolescents, les personnes qui ont des troubles psychotiques sévères ne sont pas à soigner, mais ils sont à soigner pour leur maladie, et ce n'est pas la question de la radicalisation qui va primer. Grosso modo, une fois que le trouble délirant va s'estomper, il n'y aura pas de conviction idéologique sous-jacente. La grande majorité du temps. Il y aura toujours, je pense, l'une ou l'autre exception. Pour illustrer ce propos, je vous propose qu'on puisse passer à des illustrations cliniques. Alors, la première illustration que nous vous proposons aujourd'hui est celle de celui que nous avons prénommé Luigi. Luigi en référence à Luigi Lucchini, qui est donc l'assassin de l'impératrice Sissi au début du XXe siècle, et qui a un parcours de vie correspondant à celui qu'on observe aujourd'hui parmi les profils les plus fréquents des jeunes gens qui sont condamnés pour participation à une entreprise terroriste ou pour prosélytisme terroriste, voilà, dans cette grande nébuleuse de la radicalisation djihadiste judiciarisée. Dans l'histoire de Luigi, dans l'histoire de la majorité de ces jeunes gens, donc de cette première configuration, on va dire, on repère des antécédents précoces de traumatisme. Traumatisme lié principalement à de la maltraitance. Donc du trauma de type 2, trauma chronique, autant au niveau physique que psychologique. Ces traumas qui sont vécus avec un sentiment d'impuissance de façon assez massive. C'est l'exemple de ces enfants qui sont exposés à de la violence conjugale et qui, du haut de leurs 5-6 ans, ne peuvent rien faire pour protéger leur mère, qui sont frappées, menacées, insultées, humiliées par le père. Ça, c'est un exemple tragique, mais fréquent dans ces parcours. Ce sont également des histoires de trauma transgénérationnels qui se répètent sur plusieurs générations. C'est quelque chose qu'on peut mettre en évidence quand on a la chance de pouvoir faire de la thérapie familiale avec ces familles, ce qui n'est pas une mince affaire. Et ce n'est pas une mince affaire parce que nous repérons souvent dans ces fonctionnements familiaux un usage important de défense, de mécanismes de défense de type projectif, donc d'un nébuleuse, on va dire, de la personnalité paranoïaque, avec un sentiment d'injustice et de préjudice important qui est véhiculé dans le discours familial par au moins un membre de la famille. Alors, il y a des études en cours à ce sujet. Nous-mêmes, sur nos 65 suivis, on peut dire qu'on a à peu près les 2/3 de nos suivis où on retrouve ce type de fonctionnement. Ce qui paraît énorme par rapport à la prévalence normale du fonctionnement de personnalité paranoïaque, grosso modo, dans la population générale. Donc il va falloir qu'on établisse un protocole un peu plus serré pour l'objectiver, mais c'est un point clinique qui nous paraît important de souligner et ça m'intéressera de voir si vous pouvez intervenir à la fin de notre conférence pour voir si ça peut être le cas également dans vos observations. Donc ce vécu d'injustice est véhiculé dans la famille et c'est quelque chose qui va être fortement vécu par l'enfant. La troisième étape qu'on repère dans ce parcours de vie au niveau de l'anamnèse, c'est un moment dans la vie de l'enfant où il y a une menace dépressive. Alors je dis bien une menace, c'est qu'on n'observe pas en général d'épisodes dépressifs majeurs, mais on observe plutôt d'emblée
des défenses face à la dépression, des défenses qui sont souvent narcissiques et qui sont dans le registre de ce que Caes appelait la position idéologique, c'est-à-dire avoir besoin d'être étayé par un groupe identitaire porté par une idéologie. L'idéologie n'est pas forcément une idéologie religieuse ou politique, ça peut être une idéologie propre au groupe sans que ce soit une revendication. Par contre, quand l'adolescent à ce moment-là rencontre un groupe d'appartenance qui en plus porte une idéologie politique qui légitime la violence, c'est là qu'on a justement cette fameuse rencontre dont nous parlions tout à l'heure. Le quatrième point qui amène au passage à l'acte violent, qui peut amener en tout cas au passage à l'acte violent chez ces jeunes gens devenus souvent jeunes adultes, c'est une répétition traumatique. Un élément effractant, des contenus violents qui vont à nouveau effracter le psychisme de l'individu et réactiver les mécanismes de dissociation psychique auxquels il avait été exposé plus petit lorsqu'il était exposé aux traumatismes intrafamiliaux. Alors, cliniquement, à quoi ça ressemble sur nos situations cliniques? C'est l'histoire je pense notamment à l'histoire de celui que nous prénommons François en général, qui nous décrivait bien comment les vidéos de propagande de Daesh, qui mettaient en scène des décapitations, des choses atroces, à la fois l'avait effrayé, enfin il décrivait un effroi, et en même temps sidéré, et il ne pouvait plus s'empêcher d'aller les consulter de façon compulsive. Et il décrit bien cet état de dissociation psychique dans lequel il était, anesthésié d'une certaine façon, fasciné, et en même temps se demandant, mais ne sachant plus pourquoi il le faisait, pourquoi il allait les visionner. À ce moment-là, la plupart de ces jeunes gens, et c'est ce que décrivait d'ailleurs Lucchini dans son parcours de vie, c'est une exacerbation intense du vécu d'injustice et l'émergence d'une haine extrêmement forte, avec un désir de vengeance, non pas sur celui ou ceux qui auraient été initialement à l'origine des traumatismes, par exemple le père, mais une haine déplacée sur un objet. Mécanisme projectif, notamment avec désignation d'un groupe ou souvent d'un groupe d'individus qui seraient responsables de cette injustice. Donc pour Lucchini, c'était les puissants, et donc il avait besoin de se venger en tuant le symbole de la puissance, l'impératrice, et pour certains de ces jeunes, ça va être ceux qui appartiennent à un groupe perçu comme étant menaçant. Donc les étrangers, pour ceux qui sont dans les mouvements d'extrême droite, les mécréants, éventuellement, pour ceux qui sont dans les mouvances djihadistes. Sur cette question de la haine, je ne vais pas m'étendre davantage, puisqu'en novembre, Claude Chauder et Claude Burstein nous offriront l'occasion pendant 2 heures de travailler cet aspect-là. Alice, je te laisse la parole pour la situation de Lucas que tu connais mieux que moi. Oui, alors la situation de Lucas, c'est un jeune homme qui a été adressé par la préfecture suite à un signalement de son établissement scolaire. Donc un jeune majeur. C'est un garçon qui a grandi dans une famille avec beaucoup de violence, de la violence de la part du père à l'égard des enfants, avec une problématique alcoolique en fond. Et c'est un jeune homme qui s'est construit identitairement autour de l'idée d'excellence, pour exister dans le regard de l'autre. C'est l'excellence, c'est le fait d'aller jusqu'au bout des choses qui va me permettre de trouver reconnaissance et d'exister. Ce jeune homme a beaucoup investi la dimension corporelle avec le sport et la compétition. C'est là où en fait l'enjeu d'excellence
est venu se nouer. Il était extrêmement performant, gagnant les compétitions, physiquement s'étant développé plus tôt que les jeunes de son âge. Voilà, très, très performant, très compétitif, sauf que arrivé au milieu de l'adolescence, les autres ont continué de grandir et lui, il avait déjà atteint sa capacité d'adulte. Et là, il y a quelque chose qui a basculé pour lui, où voilà, il n'était plus dans la performance, les violences continuaient à la maison. Son groupe d'appartenance autour de la compétition, du sport, de tout ça, il n'y trouvait plus sa place. Il se ressentait à l'écart, avec voilà, un vécu de dévalorisation, de tristesse, et petit à petit une perte d'intérêt global pour ce qui l'entoure. Et à ça vient s'ajouter un délitement familial. Pour Lucas, il y avait un lien très très fort avec un de ses frères. Ils sont trois frères et avec les cousins. Et quelque chose se passe avec l'adolescence où chacun, voilà, il est le dernier, chacun prend sa trajectoire et il se retrouve seul. La rencontre avec un discours religieux violent va lui permettre en fait de retricoter, de remailler l'histoire de sa vie en retrouvant une place dans un groupe et en retricotant en fait le lien familial. C'est l'histoire d'un processus de radicalisation qui embarque toute une fratrie et les cousins en fait. Il y a quelque chose qui va permettre de retisser du lien autour de cette idéologie avec une reconstruction en fait de l'histoire familiale à partir de ce point idéologique. L'idéologie, le discours extérieur va lui permettre aussi de clarifier, comme disait Guillaume tout à l'heure, de clarifier ses questions d'avenir. Il se voyait grand sportif, faire carrière là-dedans, ce n'est plus possible. Ensuite, il a eu d'autres intérêts, mais il y a un échec aussi sur le plan de la scolarité. Là, on vient lui apporter des certitudes. Ce n'est pas grave, ce qui t'arrive, c'est que tu n'étais pas sur la bonne voie. Viens combattre avec nous. Au lieu de perdre ton temps dans ces choses matérielles, viens mettre ton énergie et ta force et ta puissance dans un combat nettement supérieur. Il y a quelque chose où il va se trouver une carapace, en fait, une carapace plus solide, avec beaucoup plus d'envergure que ce qu'il pensait avoir, et il va venir habiter cette carapace. Il va retrouver l'excellence, il va être plus pur que pur, il va se défaire de tout et chercher à être le meilleur membre de cette nouvelle communauté. Voilà, il y a quelque chose d'un déplacement au niveau de cette recherche de reconnaissance de l'autre. Le signalement de ce jeune va permettre d'entrer en contact avec lui, une rencontre qui va permettre justement de pouvoir modifier ses trajectoires et de pouvoir faire bouger certaines choses. Je vais pas rentrer dans le détail, on en parlera tout à l'heure par rapport au dispositif d'accompagnement, mais l'idée c'est comment à partir d'une intervention extérieure, on peut ramener le jeune à pouvoir trouver d'autres assises, d'autres supports que ce discours qui, somme toute, paraissait très séduisant et plutôt fonctionnel pour lui, parce qu'effectivement, les angoisses étaient tombées, il avait retrouvé goût à la vie, ses difficultés relationnelles avec les jeunes femmes n'étaient plus un problème puisqu'on l'avait codifié, on l'avait sous-titré, comme quoi c'était normal. On est venu en fait banaliser les symptômes qu'il avait. Donc voilà, en fait, cette rencontre va lui permettre de mettre de côté sa problématique actuelle, ses difficultés relationnelles, et de construire quelque chose d'un nouveau personnage en parallèle. Mais c'est un personnage, parce qu'à partir du moment où il va devoir quitter cette trajectoire, tout le travail de reconstruction va devoir reprendre là où il s'était arrêté avant la rencontre.
Ça me paraît assez clair parce que ça m'évoque, la situation de Lucas nous évoque bien d'autres situations et où parfois, hélas, nous sommes en peine pour trouver un autre support de valorisation, là chez Lucas de performance, mais même de valorisation, quelque chose où l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte peut enfin se réaliser, trouver sa place. Et c'est là qu'on est parfois en difficulté. Ça nous fait d'ailleurs un lien avec une autre situation, celle qu'on prénomme Jeanne, qu'on a prénommée Jeanne dans notre dernier article qu'on avait publié avec Sébastien Dupont et Rabia Senoussi. Une jeune fille qui a été suivie pendant pas mal de temps à la maison des ados, sur Virage, en plusieurs temps. Jeune fille qui a été incarcérée pour participation à une entreprise terroriste et pour laquelle nous avons eu la chance de mettre en place une thérapie familiale pendant 1 an qui a pu mettre en évidence différents aspects de ce qui se joue dans l'inscription de cette jeune fille. Et c'est également le cas dans la situation de Lucas ou d'autres jeunes gens, autour de justement quelle est son inscription au niveau des places, au niveau des générations dans la famille. La question chez Jeanne nous paraissait être celle donc, de cette place dans la famille, mais de plus en plus on comprend qu'il y a également la question de son rapport à la sexualité. On a découvert un peu plus tard, quand elle a accepté de se confier, qu'elle avait été harcelée sexuellement. On n'en saura pas plus, on ne sait pas plus si par qui et dans quelles circonstances exactement et si ça a été plus grave. Mais que ce harcèlement sexuel, très tôt, en début d'adolescence, a été pour elle à renforcer ce sentiment de passivité dans lequel elle a été toute son enfance. Enfance où elle avait pu être harcelée pour, là aussi, des raisons qu'on n'arrive pas vraiment à élucider. Et l'enjeu pour Jeanne a toujours été de comment je peux reprendre le contrôle sur ce corps, reprendre le contrôle sur le rapport à l'autre, comment passer de cette passivité à quelque chose qui me rendrait actrice. Et le seul moment, elle nous le décrit comme ça, où elle s'est sentie actrice de quelque chose, de sa vie, c'est au moment où elle se convertit à l'islam. C'est au moment où elle est dans le prosélytisme agressif, c'est dans le moment où elle appelle au djihad, c'est dans le moment où elle décide de partir en Syrie, et par chance elle a été arrêtée avant. La question du rapport à la puberté également et donc à la sexualité, au corps, est important chez Jeanne. C'est un aspect qui a été développé avec brio par nos collègues de Normandie, Cindy Duhamel et Alexandre Ledray, dont vous aurez les références à la fin du topo. Et pour ceux qui sont habitués à la lecture d'articles psychanalytiques, je vous invite vraiment à vous y plonger, c'est passionnant. L'analyse de différentes situations cliniques accompagnées par leur équipe. Jeanne illustre bien les difficultés qu'on pointait tout à l'heure, Alice. C'est-à-dire qu'une fois que la personne, la jeune femme en l'occurrence, a abandonné ce groupe identitaire, a abandonné ce qu'elle y trouvait de sentiment d'être acteur, de sentiment d'appartenance, de valorisation, qu'est-ce qu'elle peut construire? Qu'est-ce qui est possible pour elle? Et en l'occurrence pour Jeanne, hélas, elle a trouvé un autre produit, qui là pour le coup est le produit classique, le produit psycholeptique, puisque là elle est dans un parcours de toxicomanie depuis quelques mois, en sortie alors qu'elle sortait justement de la pratique de l'islam radical. Et malgré nos tentatives, on n'a pas réussi à mettre en place un suivi psychiatrique régulier comme il aurait été nécessaire, je pense, de le proposer. Bon,
C'est pas pour autant un échec, nous gardons des contacts. C'est parce que nous avions gardé des contacts, notamment via réseau social, alors qu'elle était partie de la région, qu'elle était revenue à un moment pour nous expliquer sa souffrance. Et nous gardons des contacts via réseau social grâce à Madame Senoussi avec la jeune fille. Cette jeune fille nous permet peut-être de faire le lien avec la situation de Zineb. Donc Zineb, c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui a été rencontrée en poste sententiel, qui a déjà été condamnée pour certains faits et donc qui a été rencontrée après. C'est un contexte familial très particulier avec un milieu familial en fait turco-kurde, avec un rapport à la violence ancrée en fait dans la dynamique et dans le fonctionnement familial, où d'emblée, dès le plus jeune âge, ce discours de légitimation de la violence est présent, voire gratifiant, d'aller au combat, d'être celui qui va aller imposer ses idées. C'est une valeur très valorisée dans la famille. Celui qui discute, qui se soumet, qui n'est pas virulent est considéré comme une victime, comme un faible. Donc d'emblée, il y a quelque chose de très binaire dans cette vision du monde. Et il y a une forte attente parentale au soutien des convictions familiales. En fait, il faut adhérer à cette vision-là du monde, il n'y a pas d'autre possibilité. Ce qui va se passer pour Zineb, c'est qu'elle va passer de cette vision du monde à une autre, violente, avec support religieux, encore une fois, mais en fait, il n'y a pas de changement de vision du monde. C'est juste l'habillage qui va être différent. C'est pas une sortie de la grille de lecture du monde. C'est juste voilà le discours qui est différent, mais le fond du processus reste exactement le même. Et Zineb va passer d'un discours violent à un autre, avec l'illusion justement de pouvoir s'autonomiser, se différencier, de s'approprier voilà une posture de sujet adulte, mais en détricotant ça avec elle, on se rend compte en fait que c'est juste un glissement qui s'opère d'une grille de lecture à l'autre. Ce qu'elle va trouver dans ce discours, comment l'accrochage va se faire, c'est qu'on va venir lui proposer une prise de pouvoir, de venir s'émanciper par rapport aux intrusions familiales, par rapport au contrôle familial et de transgresser certains codes, de pouvoir prendre de la distance par rapport à sa famille. C'est quelque chose qu'on identifie avec elle par la suite, comme pour certaines jeunes femmes qui sont parties en Syrie ou qui sont parties sur des zones de guerre pour mettre une distance géographique là où elles n'arrivaient pas à mettre de la distance relationnelle avec leurs parents. L'incarcération pour Zineb a permis justement de créer cet espace de décollage entre une forme d'emprise familiale et elle. Un autre élément qui me fait penser à ce que tu disais, Guillaume, juste avant, c'est par rapport à la question de la sexualité. Effectivement, cette rencontre avec ce discours va permettre à Zineb de penser, enfin, en tout cas, de faire quelque chose de cette pulsion sexuelle qui est un sujet familial, en fait. Tout le monde fait intrusion, tout le monde veut savoir où elle en est, si elle a des petits copains, où est-ce qu'elle en est dans sa sexualité, tout en lui interdisant l'accès à la sexualité. Il y a quelque chose de très compliqué autour de ça. Et voilà, l'adhésion à ce discours, avec le port de cette tenue, tout ça, va permettre de mettre une distance, de mettre des barrières là où elle n'arrivait complètement pas. Elle me disait, c'est comme si en fait elle était à ciel ouvert et que sa mère pouvait rentrer comme ça dans sa tête à tout va sur des questions hyper intimes. Et à partir du moment où elle s'est accrochée à ce discours, ça, avec la peur que ça a provoqué et généré chez ses parents aussi, ça a provoqué une mise à distance et on n'est plus venu la chercher de ce côté-là.
une autre particularité dans la trajectoire de cette jeune femme, c'est la question du choix du mari et de la construction de sa propre cellule familiale. Il y a une tradition dans cette famille où le mari doit correspondre aux valeurs, au fonctionnement, aux croyances familiales, ce qui ne convenait pas tout à fait à Zineb. Et encore une fois, elle a choisi quelqu'un pensant être à l'exact opposé de ce que pouvaient demander ses parents. Et à la place voilà, d'un homme engagé, un combattant, violent, contrôlant, avec une posture de pouvoir par rapport à sa femme, elle a choisi un autre combattant avec une vision de la femme soumise. Et en fait, on passe de l'un à l'autre avec l'illusion que c'est quelqu'un de tout à fait différent que ce que demandaient ses parents. La particularité dans ce choix, c'est qu'elle a choisi volontairement un jeune homme incarcéré, pour les mêmes raisons qu'elle, pour des raisons assez graves. Il est condamné à un certain nombre d'années de prison. Mais voilà, elle fait le choix, elle, de choisir sur photo, parce que c'est comme ça que ça se passe, de choisir un homme qui est détenu et qu'elle ne pourra pas voir, qu'elle ne pourra pas fréquenter avant un certain nombre d'années. Ni même au parloir, parce que c'est extrêmement compliqué, si vous avez déjà été condamné, de pouvoir demander une rencontre avec un homme incarcéré pour les mêmes faits. Donc elle fait ce choix qu'elle va réussir à questionner à un moment donné et de se rendre compte que c'est bien pratique quand la sexualité est une question un petit peu compliquée, un peu trouble pour soi-même, on ne sait pas trop comment s'y confronter, d'être marié à un homme qu'on ne verra pas et qui ne pourra pas nous toucher, en fait, et avec lequel il se passera rien. Donc c'est une superbe stratégie mise en place là pour cette jeune femme, pour se tenir à distance de cette question du corps et du contrôle familial. On voit comment, en fait, toutes ces tentatives, avec cette rencontre-là, viennent lui permettre d'avoir l'illusion de se différencier, mais au final, tout ceci n'est vraiment que de l'ordre de l'illusion. Quand elle va commencer à regarder un petit peu derrière et comment les choses se sont tricotées pour elle, c'est d'autres choix tout à fait différents qui vont devoir s'engager pour elle. La question de la sexualité me fait penser également à l'aspect de l'homosexualité. On sait que la grande majorité des extrémistes, des radicaux violents, qu'ils soient d'extrême droite ou religieux, vont avoir un discours de haine sur l'homosexualité et vont parfois légitimer d'ailleurs le recours à la violence quasiment que pour les homosexuels. Je pense à un jeune homme qui me disait « Oh là là, les attaques du Bataclan, bah, je condamne, c'est inadmissible, rendez compte, on a tué des jeunes, même des musulmans, non, mais c'est incroyable, c'est fou de faire un truc comme ça. » Et puis même Charlie Hebdo, bon, Charlie Hebdo, non, mais c'est pas bien ce qu'ils avaient fait, mais quand même de là les abattre comme ça, ils ont des familles, ils ont des enfants, c'est pas possible. Mais, et si on le laisse continuer, il rajoute une virgule, il dit « Mais, par contre, les homosexuels, eux, moi si j'ai un fils homosexuel, je le tue. » Il y a quelque chose autour de l'homosexualité qui est un point, je trouve, fort et qui rejoint certains travaux sur le refoulement de la pulsion homosexuelle qui vient alimenter le fonctionnement paranoïaque chez certains individus. Et je pense à quelques jeunes gens qui ont pu le dire en filigrane, qu'à un moment, au début de leur adolescence, il y a pu avoir une excitation homosexuelle, notamment en visionnant des films porno, des choses comme ça, et qu'il y a eu une bouffée de culpabilité extrêmement violente contre laquelle ils ont dû se défendre en mettant en place, avec un mécanisme d'identification projective, projeter la responsabilité sur l'autre, sur celui qui est désigné comme étant homosexuel, qui aurait cette faute en lui. Et qui du coup, par construction et par
proximité avec des groupes justement idéologiques, des rencontres avec des groupes idéologiques qui légitiment la violence sur les homosexuels, leur permettait justement d'apaiser, de mettre à distance avec leur propre pulsionalité homosexuelle extrêmement fréquente à l'adolescence. Alors, ça pourrait être le cas un petit peu de celui dont je voulais vous parler maintenant, de Magomé. Magomède correspond davantage à ce que Maurice Dide avait défini il y a un peu plus de 100 ans maintenant comme les idéalistes passionnés. Donc Maurice Dide, un psychiatre toulousain, qui est mort déporté, il me semble, et qui, à la veille de la Première Guerre mondiale, définit un trouble qui ne fait pas partie actuellement des classifications internationales, mais comme je le disais en introduction, les choses changent, évoluent et se rediscutent. Et il définit un état pathologique qui ressemble, grosso modo, à un fonctionnement paranoïaque, mais qui a la particularité de s'attacher à la réalisation d'un idéal. Et que cette réalisation d'un idéal va conduire à des troubles du jugement affectif et à la réalisation éventuelle d'actes de cruauté sans aucun doute, puisque l'idéal va dépasser tout au niveau de sa valeur. Alors cet idéal, ça peut être celui d'amour, de bonté, de beauté, de justice, de liberté, que sais-je, des choses extrêmement jolies sur le papier, mais à ce titre-là, tout est possible. C'est grosso modo le parcours de certains dictateurs ou de dictatures qu'on peut avoir à l'esprit, les Khmers rouges, qui voulaient créer l'homme parfait et qui en 2 ans ont été capables de massacrer un quart de la population du Cambodge. C'est également le parcours de personnages devenus emblématiques pour les t-shirts comme Che Guevara, qui, quand on regarde un peu plus précisément sa biographie et puis la biographie les récits des gens qui l'ont fréquenté, décrivent un fonctionnement paranoïaque, suspicion et un idéal absolu autour d'un marxisme radical qui le conduisait à, quand il avait la charge du tribunal révolutionnaire à Cuba, à aligner les exécutions. C'est un peu pour ça d'ailleurs qu'il avait été mis de côté à l'époque par le pouvoir castriste. Ces idéalistes passionnés, quand ils sont charismatiques, peuvent être des leaders justement de ces groupes radicaux. Quand ils ne le sont pas, ils ont parfois l'air moins dangereux. Toutefois, quand on rencontre Magomé, c'est ce qui nous vient à l'esprit. Il nous parle d'un idéal de paix dans le monde, et notamment dans le pays d'où ses parents sont originaires et où la guerre a sévi au début des années 2000. Et il nous décrit que son rêve et qu'il y pense tout le temps, et là avec une certaine exaltation que Maurice Dide qualifiait lui d'ardeur anormale, qu'il faut absolument imposer la paix partout dans le monde, quitte à utiliser les armes pour y arriver. Et il ne saisit pas, il n'entend pas le paradoxe étrange de ce qu'il vient de dire, justifiant, pour arriver à cet idéal de paix, éventuellement d'assassiner, de massacrer ceux qui s'y opposeraient, à son projet. Là, on entend l'importance du fonctionnement paranoïaque, mais on entend également l'importance du parcours de vie et du discours familial qui a pu être apporté à certains moments dans le parcours de Magomé. Ce n'est pas toujours le cas chez les idéalistes passionnés, mais le sentiment d'une injustice est toujours à l'œuvre. Je mettrai en lien sur notre site un joli article d'une collègue psychologue qui fait justement de Paris, qui met en parallèle le parcours de Douche
un des Khmers rouges, celui qui était responsable du camp d'enfermement et de déportation, et un parcours de djihadiste, et où elle met sous projecteur des points communs au niveau de l'idéalisme passionné. Pour Maghomet, on parlait un peu d'accompagnement. Vous pouvez imaginer qu'il n'a pas de demande au niveau du soin psy. Et d'ailleurs, c'est très particulier parce que si on ne va pas le questionner autour de son idéal, il peut avoir un discours très adapté et puis passer presque inaperçu. Comme le bon paranoïaque, comme le délire de jalousie ou ce genre de choses. En tout cas, la grande difficulté pour nous, pour vous, pour nous les cliniciens, c'est d'accrocher un suivi avec un résultat qui peut être parfois décevant ou hasardeux, mais d'accrocher au moins un suivi ces personnes. Allez trouver une demande quelque part. Donc pour Maghomet, on en avait trouvé une autour de ses problèmes de sommeil, mais hélas, ça n'a pas été suffisant pour le faire adhérer sur le long cours. Je ne me voyais pas terminer les exemples cliniques sans parler d'une situation, deux situations qui sont rares. Comme je le disais en introduction, les troubles psychotiques ne sont pas la grande majorité des personnes qui commettent des crimes terroristes. En revanche, on peut en trouver parmi les personnes qui revendiquent haut et fort des idéaux ou des propos globaux autour de la radicalisation. Et ils vont être souvent rapidement repérés parce que le schizophrène, ne se préoccupant pas trop de ce qu'on pense de lui, peut crier haut et fort des choses invraisemblables. Il veut être entendu, mais ne se préoccupe pas forcément toujours des conséquences. Donc il va parfois être vite repéré. Je voulais vous parler là de celui qu'on prénomme Lilian. C'est en fait, il y a deux individus derrière Lilian, c'est deux situations un peu différentes. L'un de ces jeunes gens a très vraisemblablement un trouble autistique modéré, mais évident, qui évolue depuis toujours, avec des troubles des interactions sociales, des difficultés à avoir les habiletés sociales fines. Alors, un trouble autistique de type Asperger, plutôt, avec des intérêts restreints qui peuvent parfois être partagés avec d'autres et parfois pas vraiment. Il a pu avoir des intérêts restreints sur des équipes de foot, ça c'est assez partageable, mais les intérêts restreints sur les horaires de train, un peu moins. Ça c'était quand il était tout petit. Et il nous décrit la façon dont il a découvert un nouvel intérêt pour le Coran. Alors qu'il était seul au Resto U, comme à son habitude, il scrolle sur son téléphone portable et il tombe sur une suggestion d'un discours d'un imam, dont j'ai oublié le nom. Il regarde ça comme il regardait des vidéos de tout et de rien, et là d'un seul coup il décrit bien le Eureka. C'est une évidence, il est convaincu, c'est ça la vérité, et il délaisse à ce moment-là son intérêt pour la musique électronique où il était persuadé de devenir le meilleur DJ du monde, sans avoir jamais été exposé en public, mais il abandonne la musique, il découvre que finalement la musique c'est contraire aux lois de l'islam, selon ce prêcheur, et il s'engage complètement, à corps perdu, dans sa conversion religieuse. Avec un sentiment d'apaisement, nous décrit-il, extraordinaire. À ce moment-là, tout est organisé. Alors qu'il lui manquait souvent des outils pour comprendre le fonctionnement relationnel des uns et des autres, là, d'un seul coup, tout lui devient clair, puisqu'il a une recette, il a une règle, il suffit qu'il suive la règle et tout sera
normalisé. Même sa relation aux filles, qui était un échec, puisqu'il ne savait pas comment séduire une fille, il comprend à travers des prêches que la femme doit se soumettre. C'est comme ça que lui comprend les choses. Et que de toute façon, ses frères de religion, lui trouveront une femme, et qu'il n'a même pas besoin, lui, d'être acteur là-dedans. Donc, apaisement très important, et exaltation. Là encore, et c'est la maman qui nous a appuyé énormément sur cet aspect-là, on l'observe en entretien également, Lilian est exalté quand il parle de son sujet de prédilection. C'était le cas quand il était petit, quand il parlait des horaires de train ou des voitures ou des équipes de foot. Et là, maintenant, c'est autour du Coran. Le souci, c'est que les horaires de train ou la musique électronique n'a pas de support ou de légitimation de la violence. Et là, Lilian consomme de façon massive des prêches haineux qui légitiment le recours à la violence contre ceux qui ne respectent pas les préceptes. Et c'est ainsi que Lilian commence à devenir agressif et violent contre sa mère ou contre des gens dans la rue, de façon inadaptée, liée à son trouble aussi, mais on voit que l'idéologie soutient, porte quelque chose. Alors Lilian va mieux, on a de façon médicamenteuse apaisé l'exaltation qui était associée à cette fascination pour les prêcheurs haineux. Et depuis, Lilian se considère toujours comme musulman, fait les prières, suit certains principes, mais n'a plus cette exaltation, n'a plus cette agressivité dans son désir d'imposer sa façon de voir les choses. L'autre exemple, c'est Djibril, qui correspond peut-être davantage à l'image que je vous ai mise sur le PowerPoint, celui de Didi dans le Lotus bleu de Tintin, alors, Djibril, pour le coup, donc c'est un nom d'emprunt, bien sûr, avait un fonctionnement standard jusqu'à à peu près ses 14 ans. Et à ce moment-là, les parents, enfin la mère, le père n'étant pas là, la mère nous décrit l'émergence de bizarreries. L'école nous décrit aussi l'émergence de bizarreries dans son comportement, des rires motivés, une suspicion, un vécu de persécution, du temps passé devant le miroir, bref, les prodromes d'une peut-être entrée en schizophrénie. Et dans cette période-là, Djibril, qui est de culture, on va dire, musulmane, se convertit au salafisme, pratique qui est inconnue et rejetée par l'ensemble de la famille. Mais rapidement, certains membres de la famille s'inquiètent des propos de Djibril sur la religion, mais aussi globalement de son état, puisqu'ils font référence à la schizophrénie d'un des oncles de Djibril. Djibril a le parcours de 2015, il souhaite rejoindre la Syrie, il a arrêté à temps, et parcours, il est encore mineur, donc parcours PJJ, et alors qu'il est pris en charge par les PJJ, il se montre violent et part en incarcération. À ce moment-là, Djibril était également sous traitement pour des tics sévères, mais j'avais un peu l'espoir aussi de diminuer l'exaltation dans laquelle il pouvait être parfois. Mais hélas, ça n'avait pas fonctionné de façon idéale et l'observance ne devait pas non plus être parfaite. L'histoire de Djibril me permet d'ouvrir une parenthèse sur les expertises psychiatriques. Alors d'autant plus que j'en fais moi-même, mais sur parfois la vacuité de certaines expertises. Djibril a été expertisé 2 fois, et la deuxième fois c'était en prison.
alors qu'il avait eu déjà un long parcours de suivi chez nous, à PJJ, avec d'autres psychiatres dans d'autres unités de détention. Et l'expertise conclut que Djibril a un trouble obsessionnel et précise dans l'anamnèse, qui était réduite à 2 phrases, qu'il n'avait jamais vu de psychiatre, qu'il n'avait jamais été traité. Dommage, il était connu depuis plus de 4 ans par les services de psychiatrie. Donc, manque de sérieux, pas de temps, je ne sais pas, manque d'informations. Il est évident que si on posait la question à Djibril, jamais il aurait évoqué ses antécédents de lui-même. Donc il y avait également besoin peut-être d'aller recueillir des informations ailleurs. Toujours est-il, c'est que ces expertises, pour certaines extrêmement magnifiquement rédigées et élaborées, d'autres sont quand même beaucoup plus fragiles. C'est un petit, je ferme la parenthèse, c'est juste une petite information pour qu'on ait tout ça à l'esprit également quand on a une expertise devant nous, de se dire que ce n'est peut-être pas la vérité sur le sujet, mais il y a peut-être d'autres façons de comprendre ce qui se joue pour la personne, pour le patient. Alors, vraisemblablement, je pense que Djibril évolue vers un trouble schizophrénique et on voit comment alors je l'ai nommé un exosquelette, mais comment le cadre religieux extrêmement rigide dans lequel il s'était mis lui permettait de maintenir une forme de sens dans sa vie et dans la vie autour de lui. Son vécu de persécution était réinterprété autour de la question d'être mécréant ou pas mécréant, la question du rapport aux autres qui était difficile, puisqu'il avait tendance à s'enfermer quand même progressivement de plus en plus sur lui, était légitimée à travers un rationalisme morbide autour du fait qu'il ne pouvait pas être avec des gens qui n'avaient pas une foi et une pratique aussi pure que lui. Alors, il est encore jeune, donc on espère que Djibril pourra avoir des soins appropriés, adaptés. En tout cas, c'est ce qui a été mis en place récemment. Je vous propose de passer désormais à une partie sur le type d'accompagnement qui sont proposés. Avant d'aller plus en avant sur des exemples de prise en charge, juste quelques rappels. Il n'y a pas de consensus sur ce qui est nécessaire, ce qui est bon à faire. Il n'y a pas de méthode magique ou de méthode à recommander ou de méthode à décommander. On dirait ça comme ça. Malgré les demandes parfois d'institutions ou d'administrations qui aimeraient avoir une méthode à déployer un peu partout de la même façon. Pourquoi? Parce que chaque méthode, chaque action va répondre à la particularité du profil, du parcours de notre patient. C'est assez évident, mais c'était important de le rappeler. Je vous mets entre parenthèses, bien sûr, le rapport de la FFP qui le souligne, mais également un livre qui a quelques années maintenant, de Daniel Köhler, qui est un politologue allemand et qui avait référencé les différentes façons d'accompagner les personnes prises dans la radicalisation et qui abordait cela sous l'angle complémentaire. Cette complémentarité, bon, elle permet d'avoir plus de chances d'accompagner bien sûr et de cibler les difficultés du jeune, mais ça permet également d'avoir un certain volume conséquent, ce que j'appelle ici la masse critique, parce qu'on peut imaginer qu'un jeune homme ou une jeune fille qui est confronté à du prosélytisme, à de la propagande, à des liens affectifs extrêmement forts qui appellent à la haine, une intervention toutes les 2 semaines autour de problématiques sociales ou éducatives ou autour au niveau psy n'est peut-être pas suffisant. D'où l'idée de combiner plusieurs formes d'accompagnement qui pourraient venir d'ailleurs de différentes structures complémentaires. C'est ce qu'on fait d'ailleurs régulièrement avec les collègues de la PJJ,
un accompagnement éducatif renforcé chez eux, un accompagnement psy renforcé chez nous, plus, quand on y arrive, une thérapie familiale qui permette de combiner ces différentes modalités. C'est de faire un maillage en fait autour de ce jeune, vraiment créer un tissu autour de lui. Je crois que c'est ce que tu voulais nous parler au sujet de Lucas. C'est grâce à ça que vous avez réussi à porter Lucas vers des horizons un peu plus joyeux. C'est ça, et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure de la difficulté à faire adhérer à un soin psy, des fois, c'est pas la porte d'entrée de pouvoir faire adhérer à autre chose et partir du besoin du jeune plutôt que du besoin ressenti et de créer la demande de ce côté-là plutôt que de penser tout de suite psy, parce que le psy, ça fait peur, ça donne pas envie. Et nous, je peux partir sur le cas du coup. Ce qui a été travaillé avec lui, c'est de pouvoir travailler du côté de la réinsertion et de trouver une activité professionnelle qui soit en cohérence avec ses principes religieux du moment. Il avait dû stopper sa formation parce qu'il était dans l'hôtellerie et que ses principes ne lui permettaient pas d'être dans un lieu où il y a de l'alcool, tout ça. Et de pouvoir trouver une zone là, une zone de flexibilité, de pouvoir accrocher là-dessus, déjà de lui proposer un environnement où il peut travailler à partir de ce qu'il est. Et petit à petit, en fait, cette zone a pu s'élargir en introduisant de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres et lui permettre de sortir de cette bulle et de retricoter quelque chose d'autre à l'extérieur et d'avoir accès, dans un second temps, à un accompagnement psy. Moi, c'est là où j'ai pu le rencontrer et travailler avec lui, mais voilà, les choses étaient déjà bien assouplies. Je dirais que c'est plus un travail de porosité, de pouvoir accéder à certaines zones de porosité, pas tout déstabiliser d'un coup, parce que c'est ce que tu dis, enfin, ça a une fonction tout ça. Donc si on vient faire vaciller l'édifice, on va aller nulle part, mais de pouvoir créer des assouplissements à certains endroits, des micro-mouvements qui permettent d'introduire des personnes ressources. Je crois que c'est nos collègues québécois qui travaillent avec des mentors, non? Entre autres, les Danois aussi le faisaient à un moment. Voilà, de pouvoir, par ces portes, par ces points de porosité, introduire des personnes qui vont être des références avec d'autres discours. Moi, j'aime bien travailler avec l'idée chaque jeune a sa propre serrure et c'est à nous de trouver la bonne clé. Et donc de proposer un travail sur mesure pour pouvoir ouvrir chacun des verrous à chaque étape. Mais c'est cette question justement, si nous pensons en termes de symptômes, quel serait notre objectif? Est-ce qu'on veut absolument, comme nous le demandent certains parents, que leur enfant revienne comme avant? Ça, on l'entend souvent. Qu'il ne soit donc plus converti à l'islam, ou qu'il accepte à nouveau les règles comme c'était défini dans la famille, et qu'il obéisse quelque part, et qu'il reste sur le modèle que les parents avaient pensé. On a souvent cette demande-là. Ou est-ce qu'on considère que ce symptôme a du sens, que ça a été dans ce parcours, le parcours de l'enfant, de l'adolescent, du jeune adulte, que ça avait remplissé une fonction, comme tu le disais, et que du coup, il va falloir aménager les choses pour qu'il puisse vivre au mieux sans se mettre en danger, sans mettre en danger les autres, mais qu'il puisse vivre au mieux et de façon la plus souple avec son environnement social. Ce qui fait que parfois, on n'est pas non plus, on ne va pas répondre à la demande des parents. Quand on est sur des mineurs, ou même des jeunes majeurs où les parents sont derrière. Et c'est là qu'on peut être on voit des ruptures aussi dans le lien avec ceux qui pourtant étaient à l'origine de la demande. C'est quand ils nous disent « Ah ben non, si vous n'arrivez pas à le convaincre qu'il faut qu'il ne soit plus musulman, ça ne sert à rien de venir vous voir, salut ». Et là, on découvre, parfois quelques mois plus tard, le fonctionnement extrêmement rigide de certains membres du groupe familial. Tu en parlais tout à l'heure sur la question de phénomène d'emprise
intriquées qui peuvent se jouer dans certains groupes familiaux. On l'avait déjà développé sur certaines journées autour de ce qui se joue dans la famille avec Sébastien ou avec Serge Effez. Mais ça vient un peu illustrer ce point. J'avais un peu schématisé ça, mais tu l'as beaucoup mieux dit, Alice. C'est que nos accompagnements ont 3 axes. Et l'axe des vulnérabilités n'est peut-être pas le premier à aller travailler. C'est vrai que spontanément, c'est là-dessus où nous avons peut-être, la plupart des psys, envie d'aller travailler, notamment ce qui s'est joué dans l'anamnèse de l'enfant, ce qui se joue au niveau familial, avec un travail sur les identités, un travail autour des vécus émotionnels, avec le travail sur la mentalisation. Pour autant, dans un premier temps, il est peut-être déjà essentiel de travailler d'un point de vue symptomatique pour éviter une aggravation des ruptures relationnelles. Vous savez, les ruptures étant un des éléments essentiels dans les grilles de repérage, d'évaluation, ces ruptures avec les différents types d'environnements dans lesquels évolue l'individu. Donc éviter que ces ruptures relationnelles s'accroissent au niveau scolaire, au niveau familial, ça peut être déjà une première étape. Donc un travail parfois qui me paraît essentiel avec l'environnement proche, avec les parents, quand ceux-ci l'acceptent ou quand ceux-ci sont accessibles. Un autre point, davantage sur le mécanisme que tu venais d'illustrer, Alice, c'est que progressivement, et j'aime bien ton terme, par porosité, quand on arrive à repluraliser les idées, les valeurs, mais pas d'un point de vue cognitif, d'abord d'un point de vue comportemental, c'est-à-dire c'est le pied dans la porte, c'est parce que je me rends compte que j'arrive à travailler au quotidien avec cette personne que je me dis après cognitivement, mais en fait, je ne peux pas mettre tous les arabes dans le même panier, puisque j'arrive très bien à travailler avec cette personne, qui est, semble-t-il, d'origine étrangère. Donc, mon comportement va venir influencer secondairement mes idées, mes valeurs, mes représentations. C'est en induisant comme ça des dissonances cognitives entre ce que je vis au quotidien dans la réalité au niveau affectif, au niveau émotionnel et ce que je pense, qu'on va pouvoir aménager un peu de souplesse, un peu plus de flexibilité progressivement chez nos patients. On pourrait appeler ça des expériences émotionnelles correctrices. Enfin, à partir d'une expérience émotionnelle, je modifie un tout petit peu ma vision du monde. Gardons cette terminologie à l'esprit, effectivement. Je ne vais pas plus m'étendre sur les thérapies familiales puisqu'on a eu l'occasion déjà d'en parler lors d'un colloque l'an dernier et nous aurons l'occasion encore cette année de faire un webinaire sur le fonctionnement familial. Donc je vous propose, il est l'heure, que nous nous arrêtions là pour vous laisser la parole. Il y aura un extrait bibliographique qui sera accessible, voilà un morceau, et puis je vous laisse la date de notre prochain webinaire aux origines de la haine, qui sera animé par Monsieur Claude Chauder, qui est psychologue psychanalyste à Strasbourg, et le professeur Claude Burstenge, qui est professeur émérite de pédopsychiatrie à Strasbourg. Merci et à vous la parole. Donc nous avons une première question. Quelle est la place des violences sexuelles intrafamiliales dans le processus de radicalisation? Est-ce une cause fréquente? Alors moi, je ne peux pas répondre directement à cette question-là, mais en tout cas, des violences intrafamiliales, c'est quelque chose que j'ai très très régulièrement retrouvé, et des violences sexuelles également. Après, dans ma pratique, j'ai pas eu des violences sexuelles en intra, mais en tout cas, ces deux facteurs-là, c'est quelque chose. Enfin, c'est la question du trauma qu'on retrouve quand même de manière très très fréquente dans les jeunes qu'on accompagne.
Ouais, ouais. J'ai le même regard que toi. Des violences sexuelles, pour certaines, pour certains. Je dirais, il y a différentes formes de violences sexuelles. Je ne sais pas, Madame Jovigno, à quoi vous pensiez, mais finalement, c'est une forme de violence sexuelle, une forme psychologique, que d'aller, comme tu le donnais en illustration chez Zineb, cette intrusion constante autour de la sexualité de son enfant. Mais après, je n'ai pas eu, moi, d'expérience d'agression sexuelle en intrafamilial. Ça doit exister chez des gamins, des personnes radicalisées, mais je n'ai pas eu cette expérience. Des violences, comme tu le disais, intrafamiliales, extrêmement fréquemment. Mais par contre, ce que j'ai pu observer à quelques reprises, oui, c'est cette intrusion, et une intrusion parfois malsaine, quand on pense que c'est le père ou le beau-père qui va faire des réflexions sur le maillot de bain de la jeune fille. Donc un rapport à l'intimité, je dirais, qui fait quelque part traumatisme. Et d'ailleurs, elles nous le disent bien, qu'elles ont besoin de mettre de la distance entre ce regard inquisiteur, mais aussi voyeur, du coup, qui veut régenter la façon dont elles s'habillent, avec qui elles vont avoir leur première relation sexuelle, et puis tout le reste. Les illustrations cliniques sont toujours très riches d'enseignements. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on retrouve quand même toujours un peu la question de l'adolescence en filigrane de toutes ces situations, bien sûr, que vous disiez en introduction. Mais j'ai beaucoup aimé cette nouvelle proposition d'idéaliste passionné. Je ne savais pas que ça avait été identifié comme un état pathologique. Mais ça me semble important. Guillaume, tu disais que justement, on a du mal à trouver dans la nomenclature existante quelque chose qui définirait entièrement ce qu'on est en train d'observer. Et en fait, je me demandais à quel point c'était important pour les cliniciens aujourd'hui de mettre des mots sur un phénomène qui présente quand même des processus communs à toutes ces situations dans leur finalité, hein, de résoudre quelque chose du mal-être ou des souffrances personnelles. Et j'aurais aimé savoir si vous aviez comme positionnement l'idée que cet idéaliste passionné puisse être un état pathologique sur lequel on puisse intervenir, notamment dans des mécanismes de nature à faire changer la prise de décision sur le plan cognitif, par exemple, ou de traiter la dimension paranoïaque, effectivement, qui est assez prédominante sur ces tableaux-là. Merci pour ta question qui me piège parce que dans mon expérience, qui est pas énorme, surtout avec des grands paranos, puisque je suis quand même psychiatre d'enfants et d'adolescents au premier plan, travailler avec des paranoïaques, travailler sur le délire du paranoïaque, ça, c'est souvent un échec. Et j'aimerais qu'on m'enseigne, j'aimerais qu'on me montre comment procéder, parce que il y a quelque chose qui est dans ce que je crois me souvenir et avoir observé et vu, qui est extrêmement compliqué. Déjà, faire adhérer le paranoïaque, donc là, dans le cas d'un idéalisme passionné, mais globalement, faire adhérer le paranoïaque à du soin, c'est compliqué. S'il n'est pas sous contrainte, et pour qu'il soit sous contrainte, encore faut-il qu'il ait commis un acte et que du coup il était repéré comme étant sous l'emprise d'un trouble qui nécessite du soin, donc ça nécessite beaucoup de choses. Et donc en prévention secondaire, avant qu'il y ait un passage à l'acte, on n'aurait pas cette contrainte. Et donc le faire adhérer à du soin, a priori, compliqué. Et après, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? J'attends avec plaisir vos suggestions d'écrits, de bouquins, de
considération, parce que les livres qu'on peut lire, les classiques, hein, Président Schreiber, bah, ça ne donne pas l'idée qu'on peut vraiment d'une réussite dans le soin. Mais toi, peut-être Cindy, tu as d'autres expériences là-dessus? Alors, des grands paranoïaques au sens psychopathologique, oui, j'en ai vu. J'ai surtout vu des adultes en expertise pour des faits de terrorisme qui présentent un tableau clinique qui pourrait faire penser, mais qui ne sont pas en réalité des paranoïaques. Et des fois, il y a tu parlais des expertises, je trouve qu'effectivement, il y a des ratés, si on peut dire comme ça, quand ces expertises sont désarrimées du contexte, effectivement, avec quelques faits, quelques éléments nécessaires pour comprendre le parcours. Et donc, j'ai vu beaucoup de faux diagnostics de faux self, en fait, plus que de parano. Et en fait, je dirais par nécessairement le fait d'emprunter ou d'adhérer à un raisonnement idéologique qui prône la violence, donne forcément l'impression d'une identité en faux self. Alors qu'on va retrouver beaucoup plus en réalité des éléments narcissiques que tu as cités, dépressifs, effectivement, et des éléments narcissiques avec des tableaux qui peuvent aller jusqu'aux troubles graves de la personnalité narcissique, qui est quand même un diagnostic assez peu commun en réalité quand même dans la population habituelle. Et en ce sens, j'ai trouvé un article extrêmement intéressant qui croise les données, donc il est en anglais, mais je vous le ferai parvenir, les données du DSM-5 avec les profils psychologiques de gens qu'ils appellent groupes religieux extrémistes. Voilà. Et c'est très, très intéressant de voir qu'en réalité, on a des points qui croisent la criminalité habituelle qu'on va retrouver chez ces personnages et en même temps des nouveautés, c'est-à-dire des comorbidités qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Il faudra qu'on croise nos différentes expériences, mais je trouve que à réfléchir un petit peu plus encore systématiquement, c'est pas à vouloir mettre les gens dans des cases, mais c'est que on affine de plus en plus les traits qu'on retrouve chez ces individus et ça nous aide à mieux comprendre ensuite les nouvelles situations qu'on rencontre. Oui, avec un biais dont on parlait tout à l'heure, c'est que quand Buy et ses collègues à Londres font une étude sur les sympathisants des actions terroristes, il ne faut pas oublier qu'ils ne parlent pas des terroristes, c'est-à-dire pas ceux qui ont eu une expertise, ceux qui sont condamnés. Ils parlent des sympathisants. Et à ce moment-là... Enfin, ceux qui portaient, en tout cas, dans ces groupes-là... Et là, ils repèrent effectivement ces fragilités dysthymiques, troubles anxieux, troubles post-traumatiques, impulsivité. Mais ce n'est pas forcément les mêmes que ceux qui ont été condamnés pour des attaques. Et non, mais moi, je les ai retrouvés chez ceux que j'ai vus dans le cadre des condamnations. C'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est de faire ce parallèle, effectivement. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi expertisé des gens qui ont commis des actes terroristes d'une autre génération. Et donc, pas des actes terroristes islamistes. Et on retrouve ce type de comorbidité. Donc, c'est très, très intéressant, finalement, de se poser la question de nos grilles de lecture, en fait, des outils qui ne sont pas encore des outils actuariels, mais il y en a quelques-uns, mais on manque d'outils et de croisements parce qu'on est tous avec des nombres réduits, je dirais, de situations. Et on a besoin, finalement, comme aujourd'hui, de croiser avec les collègues et de se rendre compte qu'on observe des choses parfois similaires et parfois différentes. Et là, toute la richesse, je trouve. Comment faire pour intervenir auprès d'un jeune sans passer par l'argumentation, par l'argumentaire? Alors, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à vouloir aller sur le champ de l'argumentation, puisque c'est la dialectique habituelle dans laquelle nous sommes habitués. L'autre aspect, c'est d'aller s'intéresser plutôt à ce qui se joue chez l'individu. Qu'est-ce que ça t'apporte, finalement, de croire en ça?
je reprends sur les théories conspirationnistes, hein. Voilà, il y aurait un complot pédosataniste, je ne sais pas trop quoi, et encore que Trump est là pour le dénoncer. Donc ça, vous avez entendu parler de cette fameuse théorie conspirationniste de QAnon, dont on a un bel exemple ici dans le Bas-Rhin avec une médecin généraliste. Et c'est vrai que si on va sur l'argumentaire, les adhérents aux théories conspirationnistes ont une liste de 100 arguments qui ne se valent pas trop, on va dire, ou parfois un petit peu. Parfois, il faut être technique pour pouvoir les démontrer. Donc on a perdu d'avance parce que eux, ils ont eu le temps et ils ont eu aussi l'ardeur pour aller chercher tous ces arguments. Et puis, il suffit qu'on tombe sur un seul qu'on n'arrive pas à démonter pour qu'ils nous disent « Ah, bah tu vois bien que tu n'y arrives pas, donc ça veut dire que tout mon raisonnement à moi est logique et que toi, tu n'arrives pas à démontrer qu'il est faux. » Donc, on a quasiment perdu d'avance. Donc, l'autre façon de faire pourrait être mais finalement, pourquoi c'est important pour toi de croire qu'il y a un complot pédosataniste qu'est-ce que ça implique dans ta vie personnelle? C'est-à-dire de ramener la question au niveau du sujet. Avant de savoir ça, depuis que tu sais ça, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que ça te fait quand tu penses à ça? Qu'est-ce que ça te fait quand tu en discutes avec quelqu'un, avec moi par exemple? Donc revenir sur le vécu émotionnel et puis faire des parallèles avec des choses qu'il a peut-être déjà vécues. Vraisemblablement, la plupart du temps, va émerger un discours sur il y a une injustice. Il y a un préjudice et je suis moi, soit j'ai été victime de ce préjudice d'une certaine façon, soit je me positionne en dénonçant ce préjudice. Ça permet de se décaler de la réponse, qui est la construction conspirationniste, pour aller plutôt sur le vécu de préjudice et à nouveau sur le vécu émotionnel de l'individu, pour revenir le plus précocement possible à quelque chose qui va du coup s'éloigner de l'argumentaire pour être un échange sur son histoire, sur son vécu, sur ses aspirations, sur son désir, sur ses déceptions. Voilà, grosso modo, une façon peut-être de contourner ça. Pour résumer ce que tu viens de dire, je crois que la clé, c'est vraiment de recentrer, enfin de ne pas partir à un niveau intellectuel, mais vraiment de rebaser recentrer sur la question du vécu et de qu'est-ce que ça te fait, pourquoi tu as besoin de cette idée-là pour comprendre ce qui nous entoure. C'est vraiment de toujours ramener sur le sujet. Donc, ce que nous dit Corinne, c'est que ces jeunes femmes arrivent par le biais de leur conjugalité ou leur fonction de jeune mère, et que du coup, l'intervention judiciaire est limitée. Effectivement, par rapport à la fonction de jeune mère, c'est quelque chose, moi, que j'ai observé à plusieurs reprises dans ma pratique. C'est le passage par la PMI, avec l'arrivée de l'enfant ou même en amont, enfin avec l'accompagnement de la grossesse, c'est une porte d'entrée pour pouvoir accompagner ces jeunes femmes en se décalant de la question de l'idéologie à laquelle elles adhèrent. C'est un terrain un peu plus neutre. C'est plutôt une bonne porte d'entrée qui fonctionne plutôt bien pour accompagner ces jeunes femmes. Et avec de pouvoir travailler aussi, souvent elles ont peur du signalement, du placement de leur enfant, tout ça, de pouvoir travailler avec cette contrainte extérieure en fait. Ça peut être un bon moyen de travailler la demande et de mettre quelque chose en place. Oui, il y a une autre situation, cas de figure qui me vient à l'esprit, c'est celle d'une maman qui s'était convertie au salafisme avec son nouveau conjoint qui était violent avec le fils de madame, qui n'était pas son fils, conjoint qui avait un discours extrêmement violent sur la société, sur différentes choses, qui interdisait énormément de choses à madame et aux enfants. Et il y a eu quelque chose qui s'est joué chez madame, un conflit justement de valeurs entre ce qui est important pour mon enfant et ce qui est important pour
pour mon mari et donc pour moi au niveau de la croyance, de l'idéologie. Quand est apparu un conflit entre ces valeurs, c'est là que la maman a fait le choix de son enfant et a commencé à s'opposer à son mari, notamment aux violences que le mari imposait au gamin. Et le déclencheur, c'était quand la vie de son enfant a été mise en jeu par l'idéologie, quand le mari a refusé de donner des médicaments très très importants pour la survie de leur enfant, au nom de la religion, en disant « si Dieu veut qu'elle meure, elle mourra ». Et là, la dame, la maman, la jeune femme, elle décrit ça comme de cette façon-là. Ça a été pour moi un électrochoc. C'était plus possible et d'un seul coup, c'était fini. Je ne pouvais plus être avec cet homme et je ne pouvais plus supporter son discours. Et on peut le voir effectivement, donc là c'était, elle l'a rapporté un peu plus tard, mais ça peut se faire en PMI, ça peut se faire par des accompagnements sociaux où on peut travailler cette distanciation en mettant, non pas en menaçant, mais en mettant en évidence l'intérêt des enfants par rapport aux contraintes ou aux discours de haine qui sont évoqués ou verbalisés autour d'eux. Après, à l'inverse, alors on pourrait discuter de ce sujet pendant faire tout un webinaire là-dessus, peut-être. Ça peut être une idée d'ailleurs, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur la question de la place des femmes. Cindy Duhamel, qui a pris la parole tout à l'heure, a écrit des articles passionnants sur ce sujet, comme je vous le disais, mais ça peut être également devenir une mère de famille permet, comme tu le disais Alice, de ménager les loyautés avec la famille tout en s'autonomisant d'une certaine façon. Et là, on l'a vu avec plusieurs suivis qu'on avait au début de 2015-2016, des jeunes filles qui avaient énormément inquiété leurs parents du fait de leur conversion à l'islam de façon très rigoriste, et qui, l'aspect rigoriste s'est atténué progressivement, et en devenant mère notamment, et du coup ça a permis de recréer du lien avec les grands-parents, les parents qui étaient devenus grands-parents quand l'enfant est né, des parents qui arrêtaient qui du coup ne rejetaient plus leur fille parce qu'elle s'était convertie à l'islam, qui décidaient de reprendre une place auprès de leur enfant en devenant de bons grands-parents, voilà, en s'occupant du petit-fils qui venait de naître. Et du coup, ça a eu un effet au niveau symptomatique d'éviter l'aggravation de la rupture. Donc il peut y avoir de différents effets, et je pense que ça pourrait être une idée, je ne sais pas ce que tu en penses Alice, de prévoir un webinaire sur cette question-là. Moi, ça me fait juste, je ne veux pas trop dépasser dans le temps, mais ce que tu es en train de dire, là, cette place des grands-parents, comment ça peut faire bouger les choses, ça me fait penser à des expériences d'accompagnement que j'ai. C'est un autre registre, c'est des accompagnements, enfin, les jeunes femmes sont sur zone de guerre actuellement, avec des enfants nés là-bas, et la place des grands-parents aujourd'hui par rapport à ces petits-enfants, et comment justement ce lien qui est en train de se tricoter entre les grands-parents ici, les enfants là-bas, et l'impact de ce lien par rapport à la jeune femme, par rapport à la mère, ça fait vraiment bouger les choses et ça assouplit, et ça provoque vraiment des réaménagements qui sont intéressants. Donc il y a tout le travail avec les grands-parents qui est hyper intéressant à faire, effectivement. Oui. Extrêmement importante quand on revient aussi sur toutes les racines culturelles, le background familial. Élodie, vous nous posiez la question de nos entrées pour accompagner ces jeunes. Quelles sont les modalités d'adressage, si je comprends bien? Alors, elles sont multiples. Notre plus la plus grande modalité d'entrée, c'est les jeunes et les familles eux-mêmes qui viennent nous contacter pour un accompagnement, une question, une inquiétude. Ça peut être spontané. Et ça peut être également incité par le SPIP, la PJJ. Voilà. Il n'y a pas forcément toujours d'obligation de soins.
Il peut y avoir une obligation de soins associée, mais ils seraient libres d'aller où ils veulent. Et certains choisissent de venir sur le réseau Virage, que ce soit sur Strasbourg, ou sur d'autres villes où nous avons des professionnels. À Mulhouse, Geoffroy Climpel, à Lys, sur Reims et Troyes, et Abdelali sur Nancy notamment. Voilà. Après, effectivement, il y a des adressages particuliers. On peut avoir des demandes d'évaluation au niveau local par la justice. Dans ce cas-là, ce n'est pas du soin. Dans ce cas-là, moi, je n'interviens pas. C'est d'autres collègues qui font cette évaluation sur évaluer la question du risque. Ça peut aboutir, après, secondairement, à des propositions de soins. Voilà, grosso modo, nos entrées. Je vous remercie toutes et tous. Et oui, vous pourrez avoir le support. Nous le mettrons en lien sur notre site. Ainsi que les références. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.